Alors après les menaces qu'on a commentées de Trump sur la Chine, il a eu un ton plus conciliant, le président américain, ce qui a permis un retour au calme sur les marchés financiers. Hier, pour autant, on sent bien que la prudence semble s'imposer, avec notamment l'once d'or qui est au-delà des 4100 $, l'once 4140 au plus haut ce matin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Content de vous retrouver. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Juste pour clore la séquence, ou pas d'ailleurs, Trump qui a tempéré ses menaces de vendredi vis-à-vis de la Chine, donc Wall Street s'est repris hier. Mais cette séquence, là on voit bien de retour de volatilité, montre que le président américain exerce toujours, alors, je ne sais pas c'est le mot, mais si, un pouvoir de nuisance sur les marchés. On pensait que c'était derrière nous la guerre commerciale avec la Chine. Enfin, les investisseurs pensaient que c'était, entre guillemets, plus ou moins enterré. Oui, mais là, ce n'est pas tant Donald Trump, c'est Xi Jinping. Parce que ce qui s'est passé le 10 octobre, et enfin, les observateurs en parlent très peu, mais le 10 octobre, la Chine annonce ubit et orbi que tous les produits contenant des terres rares à hauteur de 0,1% en valeur, y compris à l'extérieur de la Chine, seront soumis à un droit préalable du ministère du Commerce. Donc c'est une forme d'extraterritorialité de la licence de vente de terres rares. Dont les Américains, dont la tech américaine a besoin. Absolument. Et donc ça, c'est copernicien. En exagérant donc c'est pas de la faute de Trump s'il réagit, c'est la Chine qui... Oui, d'une certaine façon. Il y a eu un acte préalable des autorités chinoises. Au fond, si tu veux vendre un Airbus, une flotte, disons, 100 Airbus à Emirates, et que ces Airbus contiennent plus de 0,1% de terres rares en valeur d'origine chinoise ou de produits chinois comprenant 0,1% en valeur de terres rares, il faudrait qu'Airbus demande une autorisation préalable au ministère du Commerce chinois pour pouvoir vendre ces Airbus. Donc c'est un truc... pas possible. Et donc ça veut dire qu'il y a un affrontement sur la supply chain. La chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire qu'il y a bien un affrontement entre les États-Unis et l'Empire du Milieu sur ce qu'on appelle la frontière technologique et l'enjeu du XXIe siècle qui va reposer sur les matières premières et notamment les terres rares. Et donc ça, c'est pas uniquement un saut du lit de Donald Trump parce qu'il n'a pas obtenu le prix Nobel de la paix et que d'un seul coup, il se remet à taper. Non, non, ils étaient à 2 semaines de se rencontrer en Corée du Sud, au sommet de la PEC. Donc tout le monde avait plutôt intérêt à ce que les choses se passent bien. Il y avait plutôt une désescalade. Le marché, d'ailleurs, d'une certaine façon, les marchés avaient complètement oublié. Et c'est mon point. Et voilà. Et ben non, mais ça, alors là, c'est autre point. Alors, je complète ma réponse. Les marchés sont dans la naïveté. On est rentré dans une phase de conflictualité. Il y a des phases de montée en régime, mais ça ne s'est pas arrêté à la négociation. Les Américains vont payer 10% de droits de douane pour les produits exportés en Chine et les Chinois vont supporter 20% ou 30%, je ne sais plus, je crois que c'est 20%, pour les produits exportés aux États-Unis. C'est juste une étape. Encore, c'est plutôt 30, voire même 30, plus. C'est même plus. Disons 30. Ouais. Alors qu'on vient de 125 ou 135. Ouais. Donc non, là, les marchés, c'est vrai que les marchés ont enjambé toute cette problématique parce qu'au fond, il y a la baisse des taux de la Fédérale Réserve, il y a la vague séculaire de l'intelligence artificielle et que, bon... Et donc, c'est pas fini. Évidemment, c'est pas fini. Donc, le stratège Morgan Stanley nous dit les actions pourraient chuter américaines de 11% si cette tension commerciale entre Chine et États-Unis n'était pas résolue avant cette date fixée du mois de novembre. Oui, et puis je dirais que c'est même 11%, c'est peut-être même léger comme évaluation. Mais novembre, c'est après-demain. Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Parce que il y a deux, la prime de risque, les primes de risque sont faibles. C'est valable aux États-Unis, c'est valable en Europe. Donc, d'une certaine façon, les primes de risque ont effacé le risque de conflictualité sur les tarifs douaniers. Et deuxième chose, les primes de risque ont aussi effacé, pour l'instant en tout cas, les conséquences des montées des tarifs douaniers. Parce que pour l'instant, on n'a quasiment rien vu. Donc, c'est ça l'enjeu. Et donc, oui, les valorisations. Donc prudence sur cette guerre clairement sino-américaine. Voilà. Et qu'on voit aussi, encore une fois, indirectement sur l'or. On le commande quasiment tous les jours sur Boursorama. On est monté à plus de 4100 $, 4140 $ l'once. C'est un truc de fou. Sky is the limit. On est en surchauffe quand même là à court terme sur l'or, non ?
Ben, oui, alors ce qui est très étrange, c'est qu'on on a à la fois une montée de l'or et une réappréciation du dollar dans un environnement de shutdown. C'est-à-dire que depuis le 1er octobre, et on voit que pour l'instant, ça soucie peu l'administration américaine de résoudre ce problème budgétaire. J'ai l'impression même qu'ils l'utilisent à des fins internes. Mais bon, ça, c'est pas notre sujet du jour. Mais oui, alors, est-ce que c'est un phénomène un peu sans limite? Il y a quand même... Goldman Sachs nous dit 4 900 $ d'ici 2026 sur l'or. Oui, et là aussi, peut-être qu'ils sont en dessous. Hein. Il y a une phase d'accélération. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu trois... Enfin, si on prend depuis Bretton Woods, je fais un tout... Oula. Non, mais... Oui, non, mais... Il est en arrière, là. Hein. Non, alors, juste sur l'or, pour avoir les grandes variations de l'or. Bretton Woods, c'est 1945, non? Non, Bretton Woods, c'est 60... Ah non, post-Bretton Woods, c'est décision... c'est en 73. Oui, pardon. J'ai confondu. D'accord. Donc, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Non, mais la variation de l'or sur un siècle, c'est 10 000%. Ouais. D'accord. Il y a eu 2 phases de hausse depuis Bretton Woods. Une première phase de hausse durant les 2 chocs pétroliers des années 70. Là, le prix de l'or est multiplié par 20. Il y a une deuxième phase de hausse des prix de l'or au moment de la crise Lehman Brothers jusqu'à la crise des souverains en Europe, où le prix de l'or est multiplié par 7. Fois 20, fois 7. Ouais. Et puis, on a une troisième phase qui se dessine depuis le Covid, ou au fond, depuis le Covid, mais surtout depuis le conflit russo-ukrainien. Tu sais que la décision du conflit russo-ukrainien a consisté, pour les pays occidentaux, à geler les réserves les avoirs de la Banque centrale russe. Ça a une conséquence dans toutes les banques centrales qui sont non, compatibles, ou en tout cas qui sont ne faisant pas partie du camp occidental, qui ont toutes décidé de substituer l'or au dollar. Et donc on a vu, et donc ça c'est la première phase d'appréciation de l'or. Donc ça serait la 3e vague historique d'appréciation de l'or. Et puis, il y a l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, avec sa politique économique, le fait que implicitement ses conseillers lui suggèrent une forte dépréciation de l'or, du dollar, de prendre le contrôle de la Fédérale Réserve et d'avoir une politique budgétaire très dispendieuse. Donc ça fait craindre beaucoup de choses sur le statut du dollar à moyen terme. Et donc, dans une espèce de dédollarisation, je vais un peu vite. Hein, c'est favorable alors. C'est favorable alors. Et donc, quand tu vois les banques centrales, depuis 2 ans ou 3 ans, doubler leurs acquisitions par rapport au rythme des dernières années en or, tu n'as pas de questions à te poser. Ce qui paraît contre-intuitif, d'accord Xavier, c'est de voir les actions progresser en même temps que l'or. Je ne sais pas si historiquement, on l'a déjà vu, en tout cas sur longue période. Ça peut durer combien de temps cette histoire? Je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Mais non, effectivement, c'est totalement contradictoire, puisqu'il y a un risque que matérialise. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut toujours, il faut toujours relativiser, parce que l'or bénéficie toujours d'un environnement où les taux d'intérêt baissent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les taux, alors ça baisse, voilà. En Europe, on a pris l'avance, et aux États-Unis, les anticipations se font jour de manière très claire depuis quelques semaines. Et donc ça, c'est toujours favorable, puisque l'or n'a pas de rémunération réelle, si j'ose dire, c'est toujours favorable à l'or. Donc ça vient rajouter une couche. Et puis il y a peut-être une interrogation de moyen terme sur les monnaies numériques qui ont été dans un premier temps un substitut, la relique barbare numérique, si j'ose dire. Et il y a peut-être en ce moment une petite interrogation sur la protection qu'elles offrent sur le moyen terme. Donc, oui, il y a une contradiction. Il y a plein de contradictions sur le marché. Et il y a notamment cette contradiction entre l'or qui s'apprécie, qui traduit une couverture, une espèce de réserve de précaution pour protéger des patrimoines ou protéger des réserves de banque centrale, et des primes de risque sur les marchés actions qui ont tendance à baisser. Ça, c'est effectivement une contradiction. Donc, il y a un risque qui n'est pas évalué, évalué de la même façon sur le marché des matières premières, et les marchés equity. Ouais. Après, prudence donc sur
la guerre commerciale, son évolution, encore une fois. Le pire du conflit n'est peut-être pas derrière, contrairement à ce que pensent les investisseurs. Prudence quand on voit, on l'a dit, le cours de l'or, et prudence parce qu'il y a la saison des publications de résultats qui s'ouvre. Déjà, est-ce que les attentes sont réalistes? Et puis on a vu quand même un profit warning de Michelin hier soir, oui, moins 8 sur l'action aujourd'hui. On se dit que plus le marché est cher, plus les déceptions se payent cash. C'est ce que d'ailleurs, historiquement, c'est ce qu'on a vu depuis un an sur les marchés européens et sur le marché français en particulier. C'est-à-dire qu'on a vu avant les publications, et notamment l'année dernière, les publications du troisième trimestre, on a vu vraiment une baisse des grands agrégats, chiffre d'affaires et rentabilité. Là, pour l'instant, on ne l'a pas vu, sauf avec cette annonce de Michelin. Je suis ça scrupuleusement quotidiennement. Et le commentaire de Michelin est très éclairant, puisque baisse des volumes d'une dizaine de pourcents en glissement annuel aux États-Unis, je parle. Oui, les marges en baisse, forcément. Et les effets de change. Alors là, les effets de change, c'est la baisse du dollar, donc la consolidation des revenus en euros. Et donc ça c'est la première conséquence. Moi, j'attends de voir sur un groupe comme LVMH. Oui, on va avoir ça cette semaine. Ça sera intéressant. Et alors, sur les valeurs américaines, puisque ça, c'est la partie européenne, sur les valeurs américaines, il y a eu une décélération du consensus. Globalement, la rentabilité des sociétés américaines, qui était sur un rythme supérieur à 10%, en glissement annuel, on est passé à un rythme aux alentours de 8,5%. Mais par contre, il y a une interrogation sur les investissements dans l'IA. Parce que quand tu as de tels investissements dans l'IA, sans cash flow en face, on peut s'attendre à ce que ça dégrade la rentabilité des groupes, des fameux 7 magnifiques. Alors, à l'exception d'NVIDIA, puisque NVIDIA... lui, profite de l'opération. Mais chez Facebook, chez Google, alors OpenAI n'est pas coté, mais OpenAI, il y a des valorisations complètement hallucinantes par rapport au cash flow généré. Et donc, à un moment, c'est probablement ce que vont suivre les marchés, c'est l'impact que ça peut avoir sur la rentabilité des fameux 7 magnifiques qui tirent la valorisation du marché américain et l'impact que ça aura en termes... On aura des réponses potentiellement dans les prochaines semaines. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est à suivre. Mais bon, moi, effectivement, j'ai des grandes craintes du côté américain pour ça. Et du côté européen, incontestablement, on le voit sur les PMI, les indicateurs macro, qui disent bien que la conjoncture en Europe est plutôt stabilisée. Mais par contre, qu'à l'export, les économies européennes, donc les entreprises européennes, ont des carnets de commandes qui sont extrêmement faibles. Et donc ça veut dire des difficultés. Et ça doit se mesurer en termes d'activité et on va dire d'alerte sur les résultats à venir. Donc prudence. Voilà, oui, je pense que à court terme, quand on croise valorisation, prime de risque faible et incertitude des résultats, on peut se douter qu'il y a un risque de déception, à mon avis, très élevé, pour ne pas dire certain. Après une très belle année boursière, il faut le rappeler. On s'en rend moins compte avec le CAC 40 parce qu'on est un peu en dessous, mais l'année boursière, partout dans le monde, est hallucinante. Oui. Alors, effectivement, exceptionnel. Mais justement, on est sur des... si on prend le marché américain qui va nous servir de référence, on voit bien que si on prend le S&P 500, on est sur des déciles de valorisation. Si on prend un PE, alors que veut dire le PE pour des... Prenons le ratio cours sur bénéfice, on est 20 à 25% au-dessus de la moyenne décennale. Ouais. Donc ça traduit... oui, surtout qu'on commence à voir... Alors, évidemment, peut-être que je m'avance un peu, mais on commence à voir les premiers impacts de la guerre commerciale. Et c'est ça qui est à venir. Pour l'instant, c'est comme ces personnages de Tex Avery qui, dans leur élan, franchissent le précipice. Et qui continuent à... Et puis d'un seul coup, ils regardent et hop. Évidemment, c'est une métaphore, mais il y a ce risque-là. C'est-à-dire que l'inertie de la macroéconomie était très puissante. Le restockage préventif pour se prémunir contre la guerre commerciale a joué. Donc il y a cette espèce d'inertie de rentabilité, de valorisation qui joue pleinement. Le franchissement par la baisse des taux à venir de la Fédérale Réserve, donc tout ça te permet d'enjamber tous les risques. Mais il y a cet entre-deux. Et peut-être qu'on va rentrer dans cette matière-là, c'est-à-dire shutdown, plus les premiers impacts de la guerre commerciale en termes de rentabilité ou de croissance économique, voire les chiffres de l'emploi aux États-Unis, nous indiquent quand même qu'on rentre dans une... Donc il faut rajouter de la prime de risque, ou la quantifier, j'en sais rien. Mais en tout cas, acheter aujourd'hui le marché américain ou les marchés européens sur ces niveaux de valorisation,
ça ne me semble pas une super idée. Donc prudence sur tous ces points, puis prudence aussi sur ce que va faire la Fed. On finit là-dessus en 30 secondes. La Fed ne baissera peut-être pas autant ses taux d'intérêt que ce qu'attendent les investisseurs. Ah non, mais alors, évidemment, c'est un point de vue de toute personne. D'ailleurs, Gilles Mouet, qui a fait une excellente intervention, il l'a interviewé hier. Je suggère à nos auditeurs de se reporter à cette interview qui est remarquable en tout point. Et il dit quelque chose d'une clarté évidente, c'est que la Fed est placée devant une contradiction entre ces deux mandats. Elle a une inflation qui est en train de reprendre, une core inflation qui est en train de reprendre, et un marché de l'emploi qui est en train de se dégrader. C'est la pire des situations. Elle choisira l'emploi. Elle choisira l'emploi, mais au prix d'une dégradation probablement de sa crédibilité et d'une jambe inflationniste. Les mouvements inflationnistes, le dernier vrai choc inflationniste des années 70, il y a eu 2 vagues. Alors tu me diras, oui, il y a eu 2 vagues parce que 2 chocs, bien sûr. Là, il n'y a pas. Mais non, il n'y a pas. Mais par contre, quand on regarde la décomposition de l'inflation, je termine là-dessus, l'inflation aux États-Unis, on s'aperçoit que l'inflation des services reste extrêmement soutenue, reste aux alentours de 3%, et l'inflation des biens industriels, des biens matériels, qui est normalement dans un régime déflationniste depuis une vingtaine d'années, est repassée en territoire positif. Ça, c'est les effets des... et voilà. Donc, on a une combinaison. Et voilà, la combinaison des deux te laisse entendre que l'inflation, pour les prochains... Peut-être la Fed a un diagnostic différent, que l'inflation va être soutenue sur les prochains... Le fait qu'il baisse ses taux quand l'inflation remonte, ça n'arrive pas souvent, et ça freinera son mouvement baissier. Voilà, exactement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Merci David.